Merci à vous pour l'invitation. Donc c'est un grand plaisir d'être là parmi vous. Donc oui, en effet, notre groupe travaille plutôt sur le rôle de l'adhérence cellulaire dans la fonction ostéoblastique en général, donc que ce soit au niveau de la différenciation, mais surtout la prolifération. Et donc comment en fait une cellule ostéoblastique va interagir avec son environnement pour contrôler son programme de différenciation et de prolifération. Donc juste en introduction, les intégrines sont des récepteurs membranaires qui permettent en fait aux cellules de s'accrocher à la matrice extracellulaire. Et au-delà en fait de ce rôle structural ou d'adhésion, elles ont un rôle important dans tout ce qui est transmission en fait d'informations à l'intérieur de la cellule, puisqu'en se regroupant sur des plateformes macromoléculaires, elles sont capables de générer des signaux qui sont importants pour de nombreux processus biologiques comme la polarité, l'expression des gènes, la prolifération qui va beaucoup nous intéresser, et la synthèse protéique. D'un autre côté, le regroupement des intégrines est un acteur important pour tout ce qui est bien sûr l'adhésion cellulaire, la migration, mais également pour tout ce qui est dépôt de la matrice et son remodelage. Et ça, c'est un caractère en fait important de la fonction de ces molécules-là. Donc notre question a principalement été issue en fait de ces travaux dans lesquels en fait, des cellules mésenchymateuses souches sont mises en culture sur des matrices de différentes rigidités. Ils ont pu montrer en fait, que si on met ces cellules souches sur des substrats qui sont relativement souples, on induit en fait, leur différenciation vers des linéages plutôt de type neurogénique, donc avec l'apparition de facteurs neuronaux. Et en augmentant la rigidité de ces substrats, on arrive en fait à différencier ces mêmes cellules souches dans les mêmes conditions, simplement en jouant sur le support matriciel dessous, à les différencier soit en cellules musculaires, et ce qui nous intéresse plus particulièrement, en cellules osseuses. Et donc à l'époque, en fait, ils avaient émis l'hypothèse que les cellules souches mésenchymateuses se trouvaient dans un environnement relativement soft, donc la matrice relativement peu rigide, et ce qui maintenait en fait les cellules dans un état de différenciation peu avancé. Ensuite, les cellules migrent au niveau de l'os, où elles rencontrent en fait un substrat dur, et là elles engagent réellement leur processus de différenciation finale avec une déposition de la matrice osseuse. Plus récemment, en fait, il a été montré que chez l'animal, en effet, il y avait une certaine pertinence en fait, à ce modèle, puisqu'en utilisant deux marqueurs de différenciation qui est le gène Ostérix qui va marquer l'étape de différenciation précoce de l'ostéoblaste. Les cellules sont plutôt retrouvées en fait dans le périos, alors que les cellules qui vont exprimer le collagène de type 1, le promoteur de type 1, est principalement activé sur les surfaces osseuses. Et donc nous, notre question qu'on se pose maintenant depuis quelques années, c'est de connaître plus précisément le rôle des intégrines, puisqu'elles sont à l'interface entre la cellule et la matrice dans ces processus de différenciation et de prolifération. Donc nous avons commencé ceci en utilisant le modèle murin, en utilisant en fait des souris dans lesquelles on peut enlever le gène de l'intégrine bêta à différents moments du développement. Donc maintenant nous sommes capables de targeter 3 niveaux de différenciation, c'est-à-dire au niveau de l'acquisition de l'expression de RUNX en utilisant la souris RUNX de Cray, Ostérix ou le collagène de type 1. Donc nous avons ici en fait on va se consacrer plus particulièrement à l'analyse du phénotype ou à la présentation du phénotype obtenu avec les souris qui expriment cette protéine Cray dans les temps précoces de différenciation. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que l'ablation en fait, de l'intégrine bêta à ce stade conduit en fait, à un défaut de minéralisation important, puisque les souris en fait, présentent un dépôt de matrice réduite par rapport en fait, aux souris sauvages, et d'un retard de croissance très significatif sur ce modèle-là. En fait, nous avons pu mettre en évidence principalement 2 phénotypes. La première, en fait, qui vous est représentée ici, c'est une non-réponse ou une diminution de la réponse au BMP2. Donc, comme nous avons pu le voir en fait, sur des os en développement, la déposition du collagène de type 1 que vous voyez très bien sur les souris contrôle en fait, est complètement absent sur les souris mutantes. Et nous avons pu montrer que c'était dû à une diminution significative de l'expression du collagène de type 1, et notamment quand on met en fait, du BMP qui ne réagit pas. Donc en fait, nous avons regardé d'autres gènes, et notamment l'alguine phosphatase, l'ostéocalcine ou Ostérix, alors que les cellules contrôle répondent de façon significative à l'ajout de BMP2, comme vous pouvez le voir. Les cellules en fait, déficientes en bêta 1 présentent des niveaux d'expression, que ce soit de l'alguine phosphatase, de l'ostéocalcine ou de Ostérix, complètement réduites par rapport au contrôle,
même sous l'action en fait, du BMP2. Donc l'étape d'après, c'est de comprendre en fait, moléculairement, parce que nous on essaie de comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents en fait, à ces défauts, comment le BMP2 et pourquoi le BMP2 a beaucoup moins d'action en fait, dès lors qu'on enlève l'intégrine bêta. Et donc nous sommes intéressés à savoir si les SMAD, qui sont les effecteurs immédiats en fait, de réponse au BMP2 et qui sont transloqués dans le noyau pour induire l'expression des gènes, présentaient des défauts de localisation. Et à notre grande surprise, en fait, la réponse a été non. Ici, vous avez des cellules contrôle, non traitées au BMP2, et lors qu'on rajoute du BMP2, on retrouve la protéine SMAD dans le noyau. Et ceci est exactement ce qu'on observe dans les cellules déficientes en intégrine bêta, ce qui montre en fait qu'on a une bonne localisation, une bonne relocalisation de la protéine SMAD sous l'action du BMP2. Et donc, on essaye de comprendre maintenant quelles sont les bases moléculaires qui sont derrière cette répression de l'expression de gènes, puisque nous pensons réellement que en fait, nous avons une action qui se fasse plus au niveau du noyau. Et en fait, nos premiers résultats suggèrent réellement cette action-là, puisque quand nous regardons en fait une histone déacétylase, qui est la déacétylase en fait HDAC4, qui est importante pour la formation du tissu osseux, nous pouvons voir en fait que dans les cellules dépourvues d'intégrine bêta, nous avons une augmentation significative de la localisation de cette HDAC nucléaire quand on la compare en fait à des ostéoblastes de contrôle. Donc juste pour resituer ce que pourrait faire HDAC, HDAC en fait c'est un régulateur important en fait de l'expression de gènes, puisqu'en fait il permet de déacétyler les histones et qui permet l'ouverture et l'acquisition d'un état chromatinien compatible avec l'expression de gènes. Donc ce qu'on est en train de retravailler, c'est le rôle de l'adhérence cellulaire sur le shuttling en fait, des molécules qui sont importantes pour l'acétylation des histones, à savoir les HDAC ou en fait les acétyltransférases de l'autre côté. Donc je vous ai dit en fait qu'il y avait deux phénotypes, et le deuxième qui nous a plus particulièrement motivé et intéressé, c'est le rôle en fait, des intégrines dans la prolifération cellulaire. Donc les premières études qu'on avait menées chez la souris nous montraient en fait qu'on avait une réduction du nombre d'ostéoblastes total au niveau des os, et ceci était à mettre en corrélation avec une réduction de la différenciation ostéoblastique que nous avions pu observer lorsque l'on mettait en fait les cellules mésenchymateuses souches en culture et que l'on induisait leur différenciation en cellules ostéoblastiques. Et on a compté simplement le nombre de cellules qui devenaient alcaline phosphatase positive, et comme vous pouvez le voir ici, en fait, on avait une réduction massive de leur différenciation. Nous avons analysé les propriétés d'apoptose ou de prolifération. Alors que les différences d'apoptose ne sont pas vraiment significatives dans les deux modèles, nous observions de façon assez remarquable une diminution assez forte en fait, de la prolifération cellulaire dans les souris KO pour l'intégrine bêta au niveau osseux. Et ceci, que ce soit au niveau du périos ou au niveau de l'os trabéculaire. Ces résultats ont pu être reproduits in vitro en isolant en fait, des cellules et en les immortalisant. Nous pouvons voir ici que les cellules déficientes en intégrine bêta présentent un défaut de prolifération par rapport aux cellules contrôle. Et comme dans la présentation d'avant, en essayant de réverter, en activant la voie des MAP kinases, nous n'avions pas été capables de réverter le processus de prolifération, ce qui montrait en fait que c'était plutôt ERK MAP kinase indépendant. À cette époque, en fait, un nouvel effecteur avait été identifié, donc, notamment par l'équipe de Piccolo en Italie, qui montrait en fait un couple de protéines qui s'appelle YAP-étase et qui est impliqué en fait dans la lecture de la rigidité matricielle pour les cellules. Et ça, c'est à mettre en corrélation par rapport aux travaux que je vous ai mentionnés avant. En augmentant la rigidité de la matrice, on induit en fait l'expression de gènes ostéogéniques qui se retrouvent dans le noyau. Et parallèlement, en augmentant, donc là c'est inversé, en augmentant la rigidité de la matrice, on induit en fait la relocalisation dans le noyau de ce facteur de transcription qui s'appelle YAPtase. Donc en fait, ce facteur de transcription est capable de sentir la rigidité matricielle pour aller dans le noyau et induire ces gènes. Donc qu'est-ce que fait YAP-étase? En fait, YAP-étase est connu pour moduler la prolifération cellulaire. Il inhibe l'apoptose. C'est un gène candidat puisqu'il est muté dans de nombreuses tumeurs, où les voies qui sont en amont sont mutées dans de nombreuses tumeurs. Et chez la drosophile, il avait été identifié à l'époque comme un modulateur en fait, de la taille des organes. Il a été également montré d'une manière parallèle, et ça c'est plutôt sur la voie des TGF, qui pouvait servir de cofacteur pour le facteur de transcription SMAD et permettre de l'expression de gènes TGF dépendants.
Donc ici pour vous situer à peu près ce que l'on connaît de la voie de signalisation. Donc en fait c'est un gène qui va arrêter la prolifération cellulaire, la signalisation YAPTase, va contrôler la prolifération cellulaire en fonction des conditions dans lesquelles les cellules se trouvent. Elle se fait en fait en activant une série de kinases qui est ramenée au niveau de la membrane plasmique par un adaptateur qui est NF2, qui est le gène de la merline, qui permet d'activer en fait la protéine LATS, qui est la kinase qui va phosphoryler en fait le facteur de transcription YAPTase. La phosphorylation de ce facteur de transcription en fait le séquestre dans le cytoplasme en interagissant avec des molécules de la famille 14-3-3. Donc en fait on a un système inverse où la phosphorylation conduit à l'inhibition de la fonction biologique de la protéine en le maintenant dans le cytoplasme et en l'empêchant d'aller dans le noyau pour avoir son activité transcriptionnelle. Donc nous avons regardé en fait où se localisaient les différents effecteurs de cette voie et notamment l'effecteur final YAP dans des cellules en fait qui présentent ou non en fait l'intégrine bêta. Et comme vous pouvez le voir, en fait, autant dans les cellules contrôle, on retrouve en fait ce facteur de transcription dans le noyau. Donc les cellules en fait, vont pouvoir proliférer puisque YAP est dans le noyau. Alors que dans les cellules en fait, déficientes en intégrine bêta, YAP se retrouve principalement dans le cytoplasme. Ceci est la quantification en fait, des immunofluorescences que l'on a menées. Et en parallèle, comme YAP n'est pas dans le noyau, et ben, les gènes en fait, qui sont ciblés par le facteur de transcription sont down-régulés. Et donc on retrouve une réduction de l'expression de ORCRD1, CTGF ou CIR61 dans les cellules déficientes en intégrine bêta. Je vous l'ai dit, en fait, la régulation de YAPTase passe par sa phosphorylation, qui le séquestre dans le cytoplasme, et la kinase responsable de sa phosphorylation est la protéine LATS. Donc d'une manière très logique, nous avons voulu voir si on avait une augmentation de l'activité en fait, de ce pathway. Et en effet, dans les cellules déficientes en intégrine bêta 1, on observe une augmentation de la phosphorylation de la protéine LATS, qui est diminuée en fait, quand on fait le rescue, ou quand on normalise par rapport à la quantité totale en fait, de protéine LATS. Ceci se traduit par une augmentation de la phosphorylation de YAP dès lors qu'on enlève l'intégrine bêta. Pour réellement prouver en fait, que la prolifération bias par la localisation de YAP, on a utilisé en fait une construction constitutivement active de YAP qui lui permet d'être constitutivement localisé dans le noyau. Et quand on remet en fait cette forme constitutivement active, on est capable de restaurer la prolifération défaillante des cellules déficientes en intégrine bêta. Ce qu'on essaye de voir aussi en parallèle par rapport à ce travail, où on a continué un petit peu à aller un peu plus loin dans la partie mécanistique, mais je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui, c'est de voir en fait si ça pouvait être dérégulé dans des conditions pathologiques. Et donc, comme vous le savez probablement, le micro-environnement est quelque chose qui est principalement et très fortement remodelé lors de la progression tumorale, et il est clairement admis au jour d'aujourd'hui que l'augmentation de la tension au sein en fait, de la tumeur, qui est liée en fait, au remodelage de la matrice qui devient beaucoup plus dense, est un facteur de mauvais pronostic pour le patient et la survie du patient. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que les intégrines sont impliquées en fait, dans ce processus de progression tumorale par une modulation du micro-environnement adjacent aux cellules tumorales. Donc pour ceci, en fait, nous avons développé au laboratoire un modèle d'ostéosarcome murin en délétant les gènes P53 et PRB spécifiquement dans le tissu osseux. Donc ça, c'était une longue étude que nous avons menée en parallèle avec une équipe clinique en fait, à Latimone à Marseille, et notamment avec le docteur Corinne Bouvier. Nous avons pu valider en fait, que le modèle en fait, développé correspondait au développement de la pathologie humaine au niveau histologique, mais également sur la réponse à certains agents thérapeutiques. Mais ce qui nous a plus intéressé, c'était de corréler ça maintenant avec notre voie de signalisation que nous avons pu mettre en évidence. Donc au niveau de l'animal, nous avons pu montrer en effet que les tumeurs développées par ces modèles présentaient de fortes expressions en fait, de l'intégrine bêta 1, ainsi en fait, que du couple YAPTase, mais également en fait, la signalisation qui était associée à l'augmentation de bêta 1, comme en fait, la phosphorylation de SARC ou l'expression de SARC. Donc en gros,
dans ces tumeurs, nous avons une uprégulation de la fonction des intégrines bêta et de la signalisation. Au niveau de Marseille, ils ont pu en fait analyser une cohorte de patients. Donc il y a une soixantaine de patients qui ont été analysés d'un point de vue immunohistochimie sur des tissus microarrêts pour l'expression relative de YAPTase et de l'intégrine bêta, où on s'est focalisé plutôt sur la localisation membranaire. Et il a pu être mis en évidence que les deux marqueurs étaient corrélés, au niveau de l'expression était corrélé, et qu'en plus, en fait, ils pouvaient être considérés comme des marqueurs de mauvais pronostic sur le développement de l'ostéosarcome chez l'homme. Donc ce que nous continuons, c'est de montrer la connexion qu'il puisse y avoir en fait, entre ces deux molécules. Donc à partir de notre modèle murin où on délète P53PRB, nous le croisons avec notre modèle conditionnel de l'intégrine bêta chez la souris. Et si notre hypothèse est exacte, en fait, on devrait avoir un effet assez fort sur la progression tumorale dès lors que l'on enlève l'intégrine bêta, puisqu'elle est essentielle pour la prolifération des ostéoblastes. Et nos premiers résultats tendent à confirmer cette hypothèse, comme vous pouvez le voir en fait, sur cette coupe histologique, où en fait, nous avons un tissu ici en fait, avec un ostéosarcome assez important au niveau intramédulaire. Et on retrouve en fait une structure osseuse beaucoup plus normale dès qu'on enlève en fait, l'intégrine bêta dans le modèle d'ostéosarcome dont je vous ai décrit. Voilà, donc on est en train de travailler un petit peu ça aussi pour confirmer le rôle en fait, de la voie YAPTase dans ce modèle. Et le but final sera d'aller sur d'autres effecteurs, puisque, comme vous le savez peut-être, l'intégrine bêta est une molécule qui est très difficilement targetable au niveau pharmacologique. Et donc, nous sommes en train de mettre en place en fait, le même système avec un effecteur majeur de la signalisation des intégrines qui est la protéine FAC. Et donc, nous prenons le même raisonnement et la même stratégie. Donc voilà, pour finir, on remercie en fait les différentes personnes qui sont impliquées dans ce travail, et notamment dans le groupe que j'anime. Donc, deux étudiantes en thèse ont particulièrement été impliquées dans la caractérisation du phénotype osseux en fait, des souris déficientes en intégrine bêta, donc c'est Iba Sabra, et Molly Brunner maintenant qui est en postdoc. Je suis largement aidé par deux personnes qui sont très impliqués en fait, dans le projet, notamment Marc Bloch, qui est professeur d'université, et Anne-Sophie Riba, qui est chercheur au niveau du CNRS, et deux techniciennes, une technicienne contractuelle et l'autre personne au niveau université. Les différentes personnes, en fait, parce que ceci ne peut se faire qu'avec des échanges de souris. Mon ancien directeur de laboratoire, quand j'étais en postdoc, le professeur Reinhard Fessler à Munich, en Allemagne. MacMahon pour les souris Osterix Cray. Toute la partie histomorphométrie osseuse a été faite en, fait, en Allemagne avec Inam Narandi. Et toute la partie humaine au niveau de l'ostéosarcome et la validation du modèle ostéosarcomique souris est faite en fait, par Corinne Bouvier à la Timone à Marseille. J'aimerais juste mentionner deux collaborations très, très importantes aussi à ce niveau-là, notamment avec Dominique Lallemand qui est au LIEPS à Paris, sur lequel en fait, on travaille sur le rôle de la protéine NF2, puisqu'elle est importante en fait, dans la transmission du signal de l'intégrine bêta pour permettre la relocalisation de la protéine YAP dans le noyau. Donc toute la partie Merlin NF2 est faite en collaboration avec Dominique Lallemand. Et la partie transcriptomique que je ne vous ai pas présentée a été réalisée en fait, par Philippe Gardiola à l'université génomique d'Amiens. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. Alors j'ai deux questions, si je peux commencer. La première est, je ne sais pas comment on mesure la rigidité matricielle. C'est ce dont tu as parlé beaucoup au début. Nous, on ne le fait pas beaucoup, mais en fait, la technique la plus développée, c'est des sondes AFM. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, ils viennent avec une sonde AFM, ils poussent dessus, ils regardent voilà, sur le tissu. En fait, ça se fait maintenant sur... ouais. Donc après, ils peuvent le faire sur cellules, ils peuvent le faire sur tissu. Mais après, je pense en fait, après, il y a d'autres moyens qui sont, je dirais, détournés. Et je pense en fait qu'il y a des méthodes maintenant aux ultrasons, si je ne me trompe pas, qui permet en fait de voir la densité du réseau matriciel. Il me semble, je suis. Il y en avait une deuxième. Donc vous avez regardé la capacité de différenciation des précurseurs des enzymateux sur différents substrats à différentes rigidités dans les mutants? Dans les mutants, non. En fait, ils ne se différencient pas du tout.
Donc, mais par contre, en fait, ça a été fait sur des cellules normales. Donc les mutants, en fait, ils ne se différencient pas. On a très peu de gènes de différenciation qui s'activent. Il n'y a pas de minéralisation du tout. Donc ça, c'est un autre aspect en fait, que je n'ai pas montré. Mais en fait, comme les intégrines, et notamment bêta, est important pour le remodelage du tissu osseux, ce qu'on a pu montrer dans d'autres travaux, c'est que ces cellules sont complètement défaillantes dans le dépôt de la matrice de fibronectine en particulier. Et en fait, ce premier réseau de fibronectine est important pour que le collagène puisse se coller dessus et d'organiser par étirement. En fait, elle se sert de la fibronectine pour organiser de façon efficace le collagène. Et comme il n'y a pas de fibronectine, il n'y a pas de collagène. Comme il n'y a pas de collagène, il n'y a pas de minéralisation. Donc en fait, on a des gènes précoces de différenciation. Il y a un petit peu d'alcaline phosphatase qui va se mettre en place, mais après, on ne va pas au-delà en fait. Par contre, après, sur les cellules normales, c'est clairement montré en fait que, donc c'est des papiers assez, qui datent un petit peu maintenant, mais c'est vrai qu'il y a tout un réseau de travail qui montre le rôle de la rigidité dans la différenciation ostéoblastique. Et là, vous parlez de la différenciation ostéogénique, mais vous avez au départ proposé que peut-être les intégrines seraient impliquées dans ces différenciations sur des surfaces rigides, mais pour les autres voies de différenciation, telles que la différenciation myogénique, peut-être ce serait dépendant de cette voie. Vous avez regardé d'autres... Non. 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 Isabelle. Je présente Isabelle. Isabelle Généraux de Toulouse. Au niveau osseux, on étudie aussi, enfin il y a des équipes qui étudient tout ce qui est mécanoréception et en mettant des cellules sur des supports que l'on étire. Est-ce qu'on a ces mêmes phénomènes avec l'intégrine bêta Oui, en fait, l'intégrine bêta est considérée au jour d'aujourd'hui comme ce qui va sentir tous les changements en fait, d'organisation ou des forces en fait, qui sont appliquées sur la cellule. Donc en fait le stretching, mais c'est aussi, en fait il y avait des travaux, il y a Nature en fait, qui vient de sortir sur justement le rôle des intégrines sur en fait, la voie hypo, sur YAP, en mettant en fait, les cellules endothéliales sur shear stress. Donc on a la même chose, en fait, si on fait un shear stress, on va réaligner les fibres d'actine. Les intégrines vont contribuer en fait, à ce remodelage d'actine qui est senti et en fait va modifier les voies de signalisation dont je vous parle là. Pardon ? Des distinctions comme ça entraînent la différenciation et la prolifération Je ne suis pas sûr en fait, que les personnes aient été vraiment très loin, mais je ne serais pas surpris. En fait, sur la cellule endothéliale, c'est clairement montré en fait. Ouais. Bonjour, Cyril Confrère de Lyon. Est-ce que vous savez que de plus en plus on fait de l'impression 3D de tissus, on fait des reconstructions de niches, des choses comme ça. Est-ce qu'on a une idée de la rigidité de ces supports? Est-ce qu'elle est comparable du coup au tissu vivant, au tissu mou, au tissu osseux? Et est-ce que ça peut avoir une grosse incidence manifestement sur... Ah ouais, je pense. Donc là, moi j'avoue que je ne suis pas forcément le plus qualifié pour parler de biomatériaux, mais je pense que c'est des choses qui sont prises en compte en fait, sur la génération en fait, de nouveaux biomatériaux biocompatibles sur lesquels en fait, on essaye d'envoyer en fait, du décisionnage cellulaire. Donc voilà, on va plutôt choisir en fait, parce qu'on peut moduler en fait, toujours ce genre de choses en réticulant différemment en fait, les gels et donc on peut en fait avoir même en 3D des supports qui sont plus ou moins flexibles, mous, rigides, et ça peut influencer en fait sur le devenir et la différenciation cellulaire. Donc ça, nous on n'est pas du tout là-dedans, mais je sais qu'il y a des laboratoires à Grenoble, notamment celui de Catherine Picard qui travaille dessus, et voilà, ils modulent justement la rigidité en accompagnant, en même modulant en fait l'interaction des intégrines en mettant des modules RGD, voilà. Tout ça c'est un champ de recherche en fait très intense. Mais je pense que vous en parlez mieux que moi. Alors je vais poser ma deuxième question. En fait, bêta ne régule pas uniquement l'adhérence, mais aussi l'engagement vers la différenciation, que la prolifération. Surtout la prolifération. Non, les deux. La différenciation, un petit peu. Et alors tu nous as montré différentes voies. Et j'ai pas entendu la voie Wnt, qui est quand même une voie principale aussi, la fonction, donc c'est la prolifération. Et comme il peut y avoir des interactions calérine et LRP5 par exemple, est-ce qu'il y a aussi
décrit les interactions possibles entre bêta1 et puis la voie WNT? Dans le tissu osseux, je ne pense pas. Après, en fait, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop intéressé sur Wnt. Donc ce que je ne vous ai pas montré, mais en fait, ce qu'on couple en fait, sur la voie de signalisation, c'est sur du trafic vésiculaire où les intégrines seraient importants en fait, pour contrôler le trafic vésiculaire en général. Et ça semble être relativement important en fait, pour contrôler la séquestration en fait, de la GSK3 dans la voie Wnt. Donc même si on n'a pas abordé, il est possible en fait, qu'il y ait des interplays qui se mettent en place, mais c'est vrai que nous on n'a pas du tout touché pour l'instant en fait, à cet aspect-là. Il y a des choses qu'il faudra qu'on voie dans le futur. Après, ce qui va plus nous motiver en fait, c'est la relation entre comment se remet en place le système cadérine via l'engagement des intégrines. En fait, la voie hypo, au début, en fait, elle a été identifiée comme une voie en fait, qui s'activait. Donc, on réprime la prolifération cellulaire quand les cellules sont à confluence. Donc, en fait, ça correspond à l'engagement des cadérines en fait, en lésions intracellulaires. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu une interconnexion, on va dire, inverse entre l'engagement des intégrines et celle des intégrines. Et ça a un sens, je dirais, intéressant dans le cas en fait, d'une blessure, par exemple, où on va prendre par exemple le tissu cutané, on fait une blessure, on coupe la polarité, donc on casse à un moment donné des liaisons cellule-cellule, on crée un lamellipone, on crée en fait de nouvelles liaisons cellule-matrice, et ça peut être concomitant sur la migration pour couper la migration avec la prolifération qui va être nécessaire à la réparation tissulaire. Voilà, donc en fait il y a une balance entre la mise en place des jonctions cellules-cellules stables, arrêt de la prolifération, et le rôle des intégrines dans l'invasion et la migration cellulaire, là où on a besoin de proliférer. Donc voilà, ce sont ces questions-là qui vont nous motiver. On va essayer d'aborder ça par rapport à la voie dans le futur plutôt que regarder lui. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on s'y intéresse. Oui. D'autres questions? Et justement, pour finir par rapport à la voie Wnt, dans tout ce que tu as montré, la régulation d'octase et les acteurs autour, il y a des cibles moléculaires qui pourraient faire l'objet de tests pour ce qu'on envisage. Parce que bon, manipuler cadérine, c'est pas bon pour le cancer, mais c'est peut-être pas. Oui. Est-ce que, comme on a vu pour les statines, est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette voie-là, potentiellement, on n'a pas pour l'instant d'inhibiteurs, de choses qu'on pourrait... Si, en fait, c'est ce que je disais, en fait, on s'intéresse au trafic vésiculaire. Et on a, en fait, les statines, en l'occurrence, parce qu'en fait, elle va modifier la géranylation des petites protéines G. Donc on montre en fait qu'on a un rôle important en fait, de l'activation de certaines protéines G qui sont impliquées dans la voie. Donc en fait, tout le remodelage du réseau d'actine pour mettre de la polarité sont sous la famille des petites G Rho, donc Rho, RAX et DC42, qui sont géranylées. Et c'est vrai en fait que quand on met en fait des inhibiteurs des GGTI, donc des géranyle transférases, qui vont modifier cette modification des petites G, on bloque la localisation nucléaire de YAP. Donc voilà, mais ça a été aussi montré par d'autres où ils mettent des statines et en bloquant la voie des mélanovates, on est capable de bloquer la prolifération des cellules tumorales en affectant la voie hypo. Donc voilà, ça c'est des nouvelles cibles thérapeutiques qui émergent. Le rôle fondamental des statines. Daniel. Je t'en prie.